depuis que le secrétaire général des Nations Unies a lancé son rapport, notre programme en commun et le nouvel agenda pour la paix, le monde n'a cessé de changer. Nous vivons dans une ère de concurrence géopolitique intense où le règlement des conflits par la violence et la confrontation, plutôt que par la diplomatie, semble être la nouvelle norme. Nous vivons également dans une période où le continent africain est devenu l'arène où se joue la compétition entre les grandes et moyennes puissances mondiales, chacune soucieuse de sauvegarder ou élargir son empreinte et influence. Pour le continent africain, faire taire les armes demeure une première priorité face à une montée vertigineuse des actes de terrorisme devenus de plus en plus virulents. Le nouvel agenda pour la paix est censé apporter des éléments de réponse à ce monde en désarroi et aider à gérer et protéger la paix comme un bien public mondial à travers une approche globale de la prévention qui fera le lien entre la paix, le développement durable, l'action climatique et la sécurité alimentaire. Je ne vais pas passer en revue les grands axes de ce nouvel agenda pour la paix qui, curieusement, ne fait mention ni des modalités de la construction de la paix, peacemaking, ni de son maintien, peacekeeping. Seule la consolidation de la paix, peace building, a eu droit de citer dans cet agenda. Ce que je vais faire, par contre, c'est mettre en exergue les quelques opportunités que présente pour le continent africain cette feuille de route qui, si elles sont bien saisies par les instances africaines, par nous tous et toutes, pourrait contribuer à ce que cette paix tant recherchée soit véritablement globale, juste, inclusive et durable. La première opportunité que nous offre cet agenda, c'est de questionner la conception statocentrée de paix présentée dans l'agenda comme l'unique façon d'appréhender cette paix ou de l'apprivoiser lorsqu'elle nous échappe. La conception de la paix que perpétue l'agenda est celle qui anime la plupart d'entre nous, dirais-je, qui inféode notre entendement de la paix, conçue comme l'absence durable de la guerre. Cette paix répond à une logique de résolution de conflits linéaire qui présume que si l'on comprenait et traitait les pathogènes de la violence, la paix régnerait. Selon cette conception, la paix serait l'ordre qui suit la cessation des hostilités. On ne s'intéresse à cette paix que lorsqu'on se voit se faufiler à l'horizon les prémices, les indices d'une nouvelle guerre, réelle ou imaginaire. Le jargon des sciences politiques contemporaines dénomme cette paix comme la paix négative, conçue comme un état durable de non-violence, avec comme sosie la sécurité et la stabilité. L'ONU, depuis sa création, n'a fait que perfectionner l'art de la paix négative. Cette organisation a été créée, comme vous le savez, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre entre les États. Au fur et à mesure que les menaces à la paix et à la sécurité internationale sont devenues endogènes,
intra-étatique. La paix, de nouveaux instruments fort intrusifs ont dû être créés pour maîtriser ces menaces internes et venir à la rescousse des États jugés fragiles ou souffrant d'un déficit de paix. Les opérations de maintien et d'imposition de paix font partie de ces instruments de plus en plus inefficaces que le Conseil de sécurité déploie à cette fin. Bien que cette conception de la paix a été mise à rude épreuve par de multiples études et par l'expérience sur le terrain, nous continuons sur le continent africain et ailleurs d'épouser et de perpétuer cette compréhension limitée de la paix, dont le sort continue à être lié à la présence ou l'absence de la paix. Au fil des années, cette relation binaire entre la paix et la violence a eu pour conséquence que les pays stables sur notre continent, qui parviennent à gérer leurs conflits d'une façon non violente, sont exclus de l'étude de la paix, sont exclus de la promotion de la paix, alors qu'ils peuvent nous enseigner sur les raisons de la paix, sur les causes de la paix, sur les dynamiques que l'on associe à la paix. Pour un grand nombre de ces pays, et comme l'a démontré plusieurs études africaines et non africaines, la paix est traitée comme la norme, non comme l'exception. Elle est vécue simultanément comme une situation, une relation et un devenir commun. Elle est perçue comme une enquête, comme une quête perpétuelle. La porte de cette paix, la porte qui mène à cette paix, ne s'ouvre que de l'intérieur. Elle ne s'impose pas, bien qu'on continue de s'en servir comme couvert pour justifier, légitimer même, tous les moyens de violence possibles qu'on mobilise en son nom à d'autres fins avouées et non avouées. Tout cela pour dire qu'un nouvel agenda pour la paix ne peut aspirer à asseoir sur une base durable la paix mondiale si elle continue à perpétuer un narratif normatif unique, jugé universel, qui ne reflète pas les traditions épistémiques et même ontologiques de la majorité de l'humanité, ni leur expérience dans la paix dans des périodes d'instabilité. Ce nouvel agenda pour la paix constitue donc, pour nous tous, une occasion de revoir, comme le secrétaire général des Nations Unies nous y invite, et je cite, les hypothèses de base, notamment la manière dont la paix et la sécurité sont définies, négociées et pérennisées. Fin de citation. Une autre opportunité que nous offre le rapport, notre programme commun et ce nouvel agenda pour la paix, c'est de reconnaître et de s'approprier davantage de certaines causes profondes de conflits qui ravagent plusieurs régions de notre continent et qui sont souvent sous-estimées ou même obscurcies. Je ne citerai que 3. En premier lieu, il nous incombe de reconnaître que plus de 15 pays africains endurent une crise de la dette
l'Afrique est endettée à la hauteur de 600 milliards de dollars. Pour certains pays, le service de la dette représente plus de 25% de leurs revenus. Les pays dépensent plus dans le remboursement de la dette qu'ils n'en consacrent aux services publics essentiels. L'affrontement d'intérêts de créanciers traditionnels et des puissances émergentes n'a fait qu'accentuer l'enlisement dans la spirale de l'endettement, surtout de l'Afrique subsaharienne. Ajoutez à cela les flux financiers illicites qui privent le continent d'environ 900 millions de dollars par an. Un autre facteur non négligeable qu'il faut également reconnaître, c'est que nous avons hérité de structures de gouvernance centralisées dans les mains d'élites bien ou mal élues et qui se sont concentrées sur la promotion et qui ne se sont pas concentrées sur la promotion du développement économique inclusif et équitable, mais plutôt sur l'extraction de ressources et la collecte des impôts. Je vous épargnerai les détails sur les affres de la corruption que cette gouvernance laisse dans son sillage. Il serait difficile, vous en convenez, d'aspirer à la paix mondiale recherchée par le nouvel agenda si on ne parvient pas à juguler les effets délétères de ces facteurs d'instabilité et d'insécurité. Une autre opportunité que le nouvel agenda pour la paix nous offre, c'est de faire valoir avec force et de nouveau l'anachronisme du Conseil de sécurité, qui a cessé de refléter de belles lurettes les réalités géopolitiques contemporaines, encore moins sa légitimité. On ne peut pas aspirer à avoir un multilatéralisme efficace, encore moins une paix durable, aussi longtemps qu'on a une charte des Nations Unies qui crée des conditions où 5 de ses membres sont traités plus égaux que d'autres. Une majorité d'États membres appelle à mettre fin aux interminables discussions sur la réforme du Conseil. Une lueur d'espoir s'aufile à l'horizon lorsqu'on lit dans le tout récent rapport du Conseil consultatif de haut niveau sur un multilatéralisme efficace, co-présidé par l'ancienne présidente du Libéria, Mme Johnson Sirleaf. Ce rapport recommande la tenue en marge du sommet de l'avenir. C'est un sommet proposé par le secrétaire général qui va avoir lieu en 2024 et qui est censé préparer les bases d'une coopération mondiale adaptée aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, mais aussi aux menaces de demain. Donc ce rapport recommande la tenue en marge de ce sommet d'une revue de la Charte des Nations Unies, focalisée sur la réforme du Conseil de sécurité. Il nous incombe comme continent de veiller à ce que cette revue puisse avoir lieu et aboutir aux résultats recherchés. La proposition d'un nouvel agenda pour la paix devrait nous faire également réfléchir
sur les paramètres qui doivent cadrer le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies et les responsabilités que le secrétaire général des Nations unies estime que l'organisation continentale devrait épauler. Ce dernier, le secrétaire général, estime qu'au moment même où les opérations de maintien de la paix des Nations unies célèbrent leur 75e anniversaire, ce 25 mai, de nombreuses missions onusiennes manquent de ressources et subissent des attaques et il n'y a pas de paix à maintenir. Ce sont ses propos. Dans ce contexte, le secrétaire général reconnaît la nécessité d'une nouvelle génération de missions d'imposition de la paix. Contradiction de termes, à mon avis. La nécessité d'une nouvelle génération de missions d'imposition de la paix et d'opérations antiterroristes dirigées par des forces régionales dotées d'un mandat de Conseil de sécurité établi en vertu du chapitre 7 et bénéficiant d'un financement garanti et prévisible. Je ne vais pas m'attarder ici sur les éléments qu'il faut envisager pour cadrer le déploiement et le fonctionnement de ces missions d'imposition de la paix. Je laisse le soin à d'autres intervenants de le faire et surtout ceux ou celles qui accompagnent de loin ou de près les missions africaines ad hoc, soit du G5 Sahel ou de la Commission du bassin du lac Tchad. Pour ma part, je voudrais juste mentionner en filigrane que toute régionalisation des réponses aux crises africaines, que ce soit préventive, comme le suggère le nouvel agenda pour la paix, ou coercitive, comme suggéré par le secrétaire général, doit être guidée par les paramètres suivants. Cette régionalisation doit être en premier lieu apporter des réponses aux carences capacitaires et de dépendance financière de l'Union africaine vis-à-vis de la communauté internationale. Elle doit développer des structures complémentaires à celles de l'architecture africaine de paix et de sécurité face aux menaces transfrontalières. Et enfin, cette régionalisation doit adhérer à la doctrine de l'Union africaine en matière d'opérations de soutien de la paix et surtout le chapitre de cette doctrine consacré à la nécessité de privilégier des solutions politiques pour parer à la militarisation excessive de ces opérations. Ce chapitre reconnaît cependant que dans les cas où des solutions politiques s'avèrent difficiles à mettre en œuvre et des opérations coercitives sont jugées inévitables, ces opérations de soutien doivent respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme afin de parer à des dérives et assurer la protection des civils. Voilà, chers amis, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous sur les opportunités que nous offre le nouvel agenda pour la paix, que le continent africain doit saisir pour que la paix à laquelle on aspire tous soit véritablement pluriverselle, juste, inclusive et durable. Je vous remercie de votre attention.